Certaines figures marquent l'histoire sans jamais apparaître. Satoshi Nakamoto fait partie de celles-là. Aucun visage, aucune trace officielle, mais une invention dont l'impact dépasse les frontières et les institutions traditionnelles. L'unique certitude documentée le concernant remonte à ses traces numériques entre 2008 et 2011, principalement sur des forums techniques tels que la mailing list Cryptographie et le site bitcointalk.org. Avant son apparition, le monde financier repose sur des structures centralisées. Les banques commerciales contrôlent les transactions. Les banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne, émettent la monnaie et régulent les flux. L'expansion du numérique n'a pas encore remis en cause ce modèle. En 2008, la crise financière mondiale éclate. La faillite de Lehman Brothers, survenue le 15 septembre 2008, marque le début d'un effondrement systémique. Les données du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale indiquent des pertes chiffrées en milliers de milliards de dollars. Les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs pays de l'Union européenne annoncent des plans de sauvetage bancaire massifs. C'est dans ce contexte que, le 31 octobre 2008, un document de 9 pages est publié sur la liste de diffusion des cryptographes. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Il est signé Satoshi Nakamoto. Cette publication est archivée et accessible publiquement, notamment via le site du MIT et bitcoin.org. Elle décrit un système monétaire décentralisé, ne reposant ni sur une banque centrale, ni sur un tiers de confiance. Le 3 janvier 2009, le premier bloc du réseau Bitcoin est miné. Ce bloc, appelé Genesis Block, est enregistré avec une référence à un titre paru dans le journal britannique The Times. Chancellor on brink of second bailout for banks. Le quotidien conservateur britannique. Durant l'année 2010, Nakamoto transfère progressivement le développement du code à d'autres contributeurs, dont Gavin Andresen. En avril 2011, il envoie un dernier message connu, indiquant qu'il est passé à autre chose. Aucun courriel, message ou publication vérifiée n'apparaît après cette date. L'identité de Nakamoto devient alors un objet de spéculation. Des recherches journalistiques de Newsweek, The New Yorker, Wired, le Times et The Guardian évoquent plusieurs profils, mais aucune preuve concluante n'est présentée. Des analyses linguistiques menées par des chercheurs de l'université Aston et d'autres institutions suggèrent des similarités stylistiques avec certains cryptographes occidentaux, mais sans certitude. Pendant ce temps, Bitcoin commence à se répandre. La première transaction marchande documentée date de mai 2010, lorsqu'un développeur du nom de Laszlo Aniec achète 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Transaction mentionnée dans les archives du forum Bitcoin Talk. À cette époque, la valeur monétaire du bitcoin est encore quasi nulle. La suite du récit ne se construit plus autour de la personne de Nakamoto, mais autour de l'impact mondial de son invention. États-Unis, Europe, Asie de l'Est, Afrique, Amérique latine. La géographie de la diffusion et de la régulation va diverger selon les zones, les économies et les stratégies politiques. Au moment où l'auteur du protocole disparaît, son invention commence à sortir du cercle restreint des cryptographes. Le réseau devient un objet d'observation pour différents milieux, d'abord techniques, puis financiers, puis gouvernementaux. Les premiers points de vigilance apparaissent à mesure que sa diffusion s'accélère. Entre 2011 et 2013, plusieurs échanges en Bitcoin sont recensés dans des forums, des plateformes de troc numérique et quelques marchés émergents. Le site Mt. Gox, fondé à l'origine pour l'échange de cartes à collectionner, devient l'une des premières plateformes d'échange de Bitcoin
contre des devises nationales. Son rôle central se renforce rapidement. Les archives de l'époque montrent qu'elle concentre à son apogée plus de 70% des échanges mondiaux de Bitcoin. Les incidents de sécurité, les pertes de fonds et finalement la faillite de Mt. Gox en février 2014 marquent une étape importante. L'événement est documenté par les médias internationaux et les procédures judiciaires japonaises. Cette période correspond également aux premières réactions officielles. Aux États-Unis, le FBI saisit des bitcoins lors de l'opération contre le site Silk Road en 2013. Ce marché noir en ligne, accessible via le réseau Tor, utilisait le bitcoin comme moyen de paiement. Les documents judiciaires américains mentionnent le bitcoin pour la première fois comme un actif saisi dans le cadre d'enquêtes fédérales. Le Trésor américain, à travers FinCEN, publie en 2013 ses premières recommandations concernant l'usage monétaire décentralisé. En Europe, les institutions commencent à évoquer le phénomène dans leurs rapports. La Banque centrale européenne publie en 2012 un document d'analyse qui décrit le Bitcoin comme un schéma de monnaie virtuelle décentralisée, sans émetteur unique. Ce rapport met en évidence son absence de cadre juridique, sa volatilité et son caractère transnational. L'autorité bancaire européenne, au Japon, l'affaire monte. Gox conduit les autorités à s'intéresser à la régulation. Plus tard, en 2017, le pays deviendra l'un des premiers à reconnaître officiellement le Bitcoin comme moyen de paiement. Et cette évolution prend racine dans les observations faites pendant cette période. En Afrique, l'adoption reste limitée, mais commence à apparaître dans des zones où les systèmes bancaires sont peu accessibles. Des organisations indépendantes, comme Chainalysis ou Arcane Research, signaleront plus tard que le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud enregistrent des croissances d'usage significatives à partir de 2014 et 2015. Ces tendances s'expliquent par la recherche d'alternatives aux devises instables et par l'essor de la téléphonie mobile. L'Amérique latine traverse à la même période des épisodes d'inflation marqués. En Argentine et au Venezuela, certaines populations commencent à convertir des sommes épargnées en Bitcoin pour contourner les restrictions de change ou la dévaluation. Plusieurs témoignages sont relayés par la presse économique internationale, notamment Bloomberg, Reuters et The Economist. Dans les milieux économiques occidentaux, l'attention se déplace progressivement du Bitcoin lui-même vers la technologie qui le sous-tend. Dès 2014, de grandes entreprises financières et technologiques commencent à étudier la blockchain dans une perspective de traçabilité, de règlement instantané ou d'automatisation des contrats. IBM, Microsoft, Deloitte et d'autres acteurs entament des projets pilotes. Cette évolution est confirmée par divers rapports publics et industriels. Au même moment, les banques centrales commencent à réfléchir aux implications du phénomène. La Banque d'Angleterre, la Banque du Canada et la Banque centrale européenne publient entre 2014 et 2016 des documents d'analyse évoquant les monnaies numériques de banque centrale. Ces textes ne mentionnent pas directement Nakamoto, mais s'inscrivent dans la continuité des interrogations qu'a suscité son invention. À ce stade, l'identité de Nakamoto est déjà considérée comme secondaire par certains analystes. La plupart des échanges qui lui sont attribués n'existent plus que dans des archives techniques. Ce n'est plus la figure du fondateur qui intrigue, mais l'ampleur de la transformation à l'œuvre. Le système ne s'appuie sur aucun dirigeant, aucun organe central, aucun registre unique. Il ne dépend pas de sa source d'origine. L'absence de figure identifiable contribue à projeter le phénomène sur un plan géopolitique. Chaque région réagit selon ses intérêts, ses contraintes et ses modèles de régulation.
Les juridictions ne convergent pas, les stratégies divergent. L'invention, conçue pour s'affranchir des cadres institutionnels, confronte désormais les institutions à l'obligation de le prendre en compte. Au milieu des années 2010, le phénomène dépasse les cercles spécialisés et entre progressivement dans le champ des politiques publiques. Les institutions financières internationales commencent à évaluer les conséquences d'un actif numérique sans émetteur central. Le Fonds monétaire international, dans plusieurs notes techniques publiées à partir de 2016, identifie le Bitcoin comme un élément pouvant influencer les mouvements de capitaux dans certaines économies émergentes. À la même période, les premiers fonds d'investissement spécialisés apparaissent aux États-Unis. Certains acteurs financiers commencent à structurer des produits exposés au Bitcoin. Les autorités fédérales américaines, notamment la Securities and Exchange Commission, examinent des demandes liées à des fonds négociés en bourse. Plusieurs propositions sont rejetées entre 2017 et 2019 en raison de préoccupations de manipulation de marché et de manque de transparence sur les plateformes d'échange. En Europe, les débats se concentrent sur la fiscalité, la traçabilité et la lutte contre le blanchiment d'argent. L'Union européenne intègre progressivement les actifs numériques dans ses directives financières. Les États membres adoptent des approches variables, entre encadrement prudent et absence de cadre légal spécifique. La Banque centrale européenne, dans ses rapports annuels, mentionne la volatilité de l'actif, son absence de garantie et son rôle limité comme moyen d'échange. En Asie, les réponses divergent. Le Japon reconnaît légalement le Bitcoin comme moyen de paiement à partir de 2017, encadre les plateformes et impose des exigences de conformité. La Corée du Sud adopte des mesures de surveillance. La Chine, après avoir dominé le minage mondial, interdit progressivement les plateformes d'échange locales, puis restreint les activités de minage. Cette politique est documentée dans des rapports gouvernementaux chinois publiés entre 2017 et 2021. Dans le même temps, la technologie blockchain attire l'attention au-delà du cadre monétaire. En Amérique du Nord et en Europe, des universités intègrent des modules consacrés au blockchain dans leur formation en informatique, économie ou droit. Des conférences académiques se multiplient. Des publications scientifiques analysent les implications techniques, énergétiques et économiques de ce nouveau modèle. L'invention de Nakamoto devient un objet d'étude institutionnalisé. Dans les régions confrontées à une instabilité monétaire, l'usage du Bitcoin suit une logique différente. En Argentine, en Turquie ou au Liban, des populations convertissent une partie de leurs économies pour se prémunir contre la dévaluation ou les restrictions bancaires. Au Venezuela, certaines entreprises et travailleurs indépendants se tournent vers les actifs numériques pour les échanges internationaux, comme l'ont observé plusieurs organisations économiques et médias internationaux. En Afrique de l'Ouest et de l'Est, l'essor des transferts de personne à personne, combiné à l'usage des smartphones, favorise la circulation d'actifs numériques dans certaines villes. Des rapports sectoriels, comme ceux de la Banque africaine de développement, identifient des tendances émergentes dans les usages, même lorsque les cadres juridiques restent flous. Dans le même temps, l'image du Bitcoin évolue dans les médias internationaux. La presse économique oscille entre fascination et méfiance. Les grands journaux financiers évoquent son potentiel spéculatif, sa volatilité et les risques associés. Certains éditorialistes le comparent à l'or numérique. D'autres le décrivent comme un symptôme de défiance envers les institutions monétaires. Les archives de Bloomberg, du Financial Times ou de The Economist témoignent de ce basculement de perception. Dans les cercles politiques et économiques européens et américains, les discussions sur les monnaies numériques de banque centrale se renforcent. La Banque populaire de Chine mène des expérimentations sur un yuan numérique dès 2019. La Banque centrale européenne
ouvre une phase d'étude sur l'euro numérique. La Réserve fédérale américaine publie plusieurs documents d'évaluation sans prendre de décision immédiate. Ces initiatives s'inscrivent dans un mouvement global de réponse institutionnelle à l'existence d'un système monétaire alternatif. Durant tout ce temps, le nom de Satoshi Nakamoto reste absent du débat public officiel. Les documents régulateurs évoquent rarement la figure fondatrice. Aucun organisme international ou gouvernement n'a établi d'enquête publique visant à déterminer son identité. L'attention se déplace du créateur vers l'écosystème, les risques systémiques et les adaptations légales. L'invention ne repose plus sur son auteur. Elle s'inscrit dans les circulations économiques, les stratégies technologiques et les ajustements réglementaires. L'absence de figure centrale devient un état de fait, compatible avec la logique même du système. L'histoire continue, sans biographie confirmée, sans voix originelle, sans visage. Au fur et à mesure que la technologie s'implante, la question de son encadrement s'impose dans les institutions internationales. Les banques centrales, les organisations économiques et les gouvernements traitent désormais l'existence du Bitcoin comme un paramètre durable, même lorsqu'ils n'en reconnaissent pas la légitimité monétaire. Les rapports publiés par la Banque des règlements internationaux à partir de 2018 soulignent les risques de fragmentation financière, mais aussi l'intérêt de certains États pour les architectures inspirées des blockchains. Le phénomène gagne une dimension géopolitique mesurable. Dans certaines régions, l'usage reste discret, limité aux échanges entre particuliers ou à la préservation de valeurs. Dans d'autres, il constitue un outil de contournement des restrictions de change, des sanctions internationales ou de l'hyperinflation. Des études universitaires et des analyses menées par Chainalysis, le Cambridge Center for Alternative Finance ou la Banque mondiale confirment l'émergence de ces dynamiques sur plusieurs continents. Les États-Unis adoptent une approche multiple. Les institutions financières expérimentent l'intégration de portefeuilles ou de produits liés aux actifs numériques, tandis que les régulateurs fédéraux renforcent les exigences de conformité. Le Congrès, le Trésor et la Securities and Exchange Commission abordent le sujet à travers des rapports successifs. La Réserve fédérale, dans ses travaux de recherche, mentionne l'impact de la décentralisation monétaire sur les systèmes de paiement et les mouvements de capitaux. En Europe, les discussions s'orientent vers une harmonisation progressive des règles applicables aux plateformes, aux transferts et à la fiscalité. Les directives relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, la surveillance bancaire et les flux numériques incluent progressivement les actifs décentralisés. La Commission européenne élabore un cadre réglementaire, suivi par les régulateurs nationaux dans différentes proportions. Les débats publics évoquent rarement le nom de Satoshi Nakamoto. Mais dans les pays confrontés à une instabilité monétaire durable, l'usage des bitcoins remplit parfois une fonction de protection ou de substitution. En Argentine, l'inflation et les restrictions sur l'épargne en devises étrangères favorisent l'adoption partielle d'actifs numériques. Au Venezuela, des transactions se développent malgré les incertitudes juridiques. Au Nigeria, les transferts numériques servent à compenser les limites des banques locales. Des analyses économiques et des relevés de transactions confirment ces tendances, sans qu'une politique unifiée ne les accompagne. Dans les économies occidentales, l'intégration de la technologie s'étend aux assurances, aux chaînes d'approvisionnement, aux infrastructures de paiement et à certaines administrations publiques. Des consortiums industriels testent des applications pour la certification, la traçabilité ou l'authentification de documents.
Le Bitcoin, qui n'était au départ qu'un système monétaire expérimental, a ouvert la voie à d'autres formes d'organisation distribuée. Dans ce contexte, l'absence de Satoshi Nakamoto prend une dimension particulière. Aucun interlocuteur ne peut être convoqué. Aucun représentant ne peut être consulté. Aucune autorité centrale ne peut être tenue responsable. Les organisations internationales travaillent à partir de l'objet, non de son auteur. Les rapports du GAFI, de l'OCDE ou du G20 abordent la régulation des actifs numériques, mais ne questionnent pas l'intention du fondateur ni son origine. L'idée initiale continue d'évoluer dans un environnement où l'identité de l'inventeur n'a pas d'incidence juridique. Les contributeurs au code source sont multiples, répartis sur plusieurs continents et soumis à des cadres légaux différents. Le protocole n'a pas de siège, pas de direction, pas de nationalité. Les registres distribués échappent aux frontières administratives, même lorsque leur usage se heurte à des restrictions locales. Dans les milieux universitaires, le nom de Satoshi Nakamoto apparaît comme un point d'origine documenté entre 2008 et 2011, puis comme un sujet d'investigation secondaire. Les chercheurs étudient le code source, les premiers courriels et les échanges archivés. Les linguistes, les spécialistes de la sécurité informatique et les journalistes d'enquête ont proposé des identifications possibles, jamais confirmées. Les travaux menés par divers laboratoires universitaires, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, concluent régulièrement à l'absence de certitude. L'auteur, ou le groupe d'auteurs, n'a laissé aucun élément exploitable permettant une identification. Le réseau Bitcoin continue de fonctionner indépendamment de cette question non résolue. Les unités sont transférées, stockées, échangées et analysées sans qu'un individu unique ne puisse les orienter. Les plateformes d'échange, les sociétés d'investissement et les autorités de régulation adaptent leurs pratiques à un objet conçu pour ne pas dépendre de son créateur. Dans les analyses géopolitiques, l'émergence de Bitcoin est parfois décrite comme un moment charnière dans l'histoire des systèmes monétaires. Certains rapports académiques comparent son apparition à celle de l'étalon or ou à l'invention des systèmes de compensation internationaux au XIXe siècle. La différence réside dans l'absence de toute base territoriale. Aucun État ne peut revendiquer l'origine du système. Aucun organisme multilatéral ne peut en fixer les règles fondamentales. Cette situation soulève des interrogations quant à la souveraineté monétaire, au contrôle des flux transfrontaliers et à l'équilibre des pouvoirs économiques. Dans certaines régions, l'existence du Bitcoin est perçue comme une opportunité d'indépendance face aux monnaies dominantes. Dans d'autres, il est considéré comme un facteur de risque pour les politiques budgétaires et monétaires nationales. Pendant que les institutions s'adaptent, la figure de Satoshi Nakamoto demeure silencieuse, immobile, inchangée. Aucun message nouveau, aucun mouvement de fond attribué à ses premières adresses. Aucune revendication ou intervention n'a été documentée depuis plus d'une décennie. Cette absence devient un élément constitutif du récit. Au moment où les premières réglementations apparaissent et où la technologie se diffuse dans des domaines variés, la distinction entre l'idée originale et ses dérivations devient plus visible. Le Bitcoin, marqué par l'anonymat de son créateur, reste la référence symbolique d'un système sans autorité centrale. À partir de lui, une multitude de projets dérivés voient le jour, chacun proposant des adaptations techniques, énergétiques ou économiques. Cette diversification est documentée dans les bases de données spécialisées, les archives de développement et les rapports d'analystes. À mesure que son usage s'étend, le Bitcoin se trouve confronté à des problématiques nouvelles. Sa consommation énergétique, ses fluctuations de valeur, son intégration dans les marchés financiers,
les tensions entre décentralisation et régulation. Les institutions financières, les gouvernements et les entreprises tentent de définir des cadres de coexistence avec ce système. Les rapports de la Banque des règlements internationaux, du G20 et d'organismes nationaux s'accordent sur un constat. Il n'est plus possible d'ignorer un actif monétaire qui circule dans de multiples juridictions sans autorité émettrice. Le nom de Satoshi Nakamoto continue de figurer dans les publications qui retracent l'origine du protocole, mais il n'est associé à aucun contact. Aucune autorité ne peut lui attribuer une nationalité. Aucune biographie confirmée ne peut lui être rattachée. Aucun espace géographique ne peut revendiquer sa localisation. Les quelques traces numériques laissées entre 2008 et 2011 demeurent les seules sources directes. Elles sont archivées comme des documents techniques et historiques, non comme les fragments d'un personnage identifiable. La plupart des experts qui se sont penchés sur l'identité du fondateur reconnaissent l'absence d'éléments concluants. Les recherches menées dans la presse internationale, les publications spécialisées ou les institutions universitaires convergent vers une impossibilité de certitude. Les hypothèses qui ont circulé au sujet d'informaticiens américains. Aujourd'hui, le Bitcoin existe dans des contextes multiples, comme instrument d'échange marginal, comme réserve de valeur alternative, comme actif spéculatif, comme sujet de régulation, comme source d'innovation technologique. Il circule dans des pays aux économies contrastées, suscite des réponses divergentes et s'inscrit dans des stratégies concurrentes. Les rapports officiels, les études économiques, les publications universitaires et les archives techniques en décrivent la progression sans pouvoir la ramener à un individu. L'absence prolongée de Satoshi Nakamoto ne laisse ni vide politique, ni héritage revendiqué, ni ligne de succession. Ce qui demeure, ce ne sont pas les intentions d'une personne, mais les effets d'un protocole. La transformation qu'il a initiée ne repose pas sur son identité, mais sur la structure qu'il a construite, documentée et abandonnée à ceux qui l'utilisent, l'adaptent ou le combattent. Son nom est resté, mais son rôle actif s'est effacé. Le système s'est propagé sans lui, dans les institutions, les marchés, les territoires et les infrastructures. Il n'existe aucun récit officiel, aucune clôture biographique, aucune localisation définitive. Ce qui subsiste est un changement durable dans la manière dont la monnaie, l'information et le contrôle circulent. Le mystère n'est pas un élément secondaire, mais une composante de l'ensemble. L'absence de visage, d'origine déclarée ou de revendication finale a permis au phénomène de se détacher de toute autorité personnelle. Il s'inscrit désormais dans un paysage mondial où les structures économiques, les États et les acteurs privés doivent composer avec un système né sans ancrage territorial et sans auteur visible. Le nom de Satoshi Nakamoto demeure associé non à une individualité, mais à un point d'origine silencieux qui a déclenché une évolution transnationale, continue, documentée et irréversible.